A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Mardi 28 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil. En notre compagnie, la première des matinales du Sénégal qui vous accompagne chaque matin dans l'information, dans la bonne humeur. Comme tous les jours, vous retrouverez les capsules quotidiennes, notamment la gymnastique avec le coach Tandara et le coach Bou, le bulletin d'information ainsi que le bulletin météo. Les mardis, c'est les chroniques de e-administration Hassan Sine accompagné de Hadi pour sa chronique littérature. Sarah Louya accompagnera justement nos invités du jour et dans une poignée de minutes, elle défilera justement le profil de nos deux invités qui nous accompagneront aujourd'hui. Alors tout de suite, je vous propose de suivre la météo que nous réserve Dame Mature. C'est les prévisions avec nos partenaires de la Nassim. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est la Nassim qui revient avec l'actualité météorologique. Nous aurons une légère sensation de chaleur sur une bonne partie du pays, pour dire donc nommément la partie centre-est et un peu vers une partie du centre du pays au courant de ce mardi. Mais avant cela, l'animation satellite nous permet de voir un ciel qui sera par moments nuageux sur le pays, avec quelques éclaircies notées sur le centre, mais aussi l'est et par endroits au sud, avec des vents qui vont souffler de nord sur les régions centre, mais aussi un peu vers l'ouest du pays. Les prévisions donc font état d'un ciel qui sera plutôt dégagé par moments, avec des passages de nuages qui pourront être notés par endroits, avec une chaleur qui sera beaucoup plus marquée sur les régions centre-est, avec la zone de Kaffrine Tambacounda fortement affectée. Des températures de 40 degrés y sont attendues, les plus élevées d'ailleurs. Nous aurons 39 degrés à Linguère et à Bakel, et 38 degrés attendus à Matam, à Louga, et également des températures de 37 degrés vers la zone de Mour. À Dakar, nous aurons une température de 30 degrés, la plus basse attendue au courant de cette journée, malgré toujours une sensation de chaleur qui pourra être notée sur cette partie du pays. Donc, chers téléspectateurs, la sensation de chaleur reste de mise sur une bonne partie du pays, avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés sur pratiquement une grande partie du territoire, avec les plus élevés attendus donc dans la zone de Kaffrine et Tambacounda, et Dakar qui aura une température de 30 degrés malgré toujours une persistance de la chaleur dans la capitale. Voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici, et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez... Vous l'aurez compris, une chaleur qui sera ressentie sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, avec des températures qui varieront entre 30 et 40 degrés. C'était nos partenaires de la Nassim qui nous envoient quotidiennement justement ces prévisions météorologiques. Merci encore une fois. Merci également de votre fidélité renouvelée à ce magazine. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur les différentes plateformes digitales. Vous pouvez réagir tout au long de ce magazine. Alors, je vous propose de faire un peu d'exercice avec nos coachs Bou et le coach Tandara. C'est l'heure de la capsule gymnastique. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à votre Kenkeliba, la gym qui revient encore. Alors aujourd'hui avec le coach féminin Ndeye Diallo qui nous revient après justement fait un excellent marathon à l'occasion du marathon Eiffage. Alors c'est vrai, on a vu avec des accélérations terribles à l'arrivée. Alors ça fait du bien, évidemment, félicitations. Alors cela dit, nous allons passer, mesdames et messieurs, à notre deuxième capsule du jour. Eh bien, cette capsule sera axée sur le travail des membres inférieurs, le gobelet squat. Vous allez voir avec le trio de coach Ndeye Diallo, coach Bou et coach Mansour. Alors, au cours de cet exercice, mesdames et messieurs, vous allez voir beaucoup de facettes, en tout cas, eh bien, de ce travail, surtout des membres inférieurs. Dans tous les cas, je vous laisse, vous allez apprécier. Mais en attendant, coach Bou, la parole, c'est à vous.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce mardi, deuxième jour de la semaine et deuxième capsule de la semaine aussi. Nous sommes là pour vous présenter notre capsule qui va porter sur le renforcement des membres inférieurs, comme l'a si bien dit coach Tandaha bien sûr. Maintenant aujourd'hui on va utiliser l'exercice qui est nommé le gobelet squat. Pourquoi le gobelet squat? Mais aujourd'hui on va le faire parce que le gobelet squat il est très intéressant pour le renforcement du bas, mais cette fois-ci, on va l'utiliser avec une certaine déformation qu'on va installer au niveau du talon qui sera le talon surélevé. Pourquoi le talon sera surélevé? C'est parce qu'il y a beaucoup de bienfaits là-dessus. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas la même mobilité. Il y a certains qui ont des problèmes de raideur. Donc, pour résoudre ce problème et de pouvoir faire une très bonne exécution, le mouvement en gobelet squat sur le talon surélevé sera intéressant et important pour une très bonne exécution et avoir le résultat bien escompté par rapport au renforcement du bas. Pour l'instant, on va juste vous faire la démonstration avec l'équipe qui est là. À tout à l'heure. Nous allons donner la parole au coach Bou pour désamorcer. Mais déjà, en tout cas, magnifique travail avec le trio de coach et donc le replacement de cette chaîne avec les articulations, surtout les membres inférieurs qui ont beaucoup travaillé. Allez, le coach Bou, la parole dans quelques instants. Je crois bien que ça a été bien suivi pour un renforcement des ischio-jambiers, des fessiers et en même temps la partie abdominale, le gobelet squat sur le talon surélevé est assez important. Donc on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Et très bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Voilà, merci coach Bou, merci également coach Mansour, merci également Ndeye Diallo. Vous avez bien suivi, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, nous, on est très ravis, surtout de la justesse des mouvements, évidemment. Et surtout, quand vous avez une très bonne chorégraphie des mouvements, eh bien, cela fait, disons simplement, eh bien, une excellente chose. Mesdames et messieurs, le rendez-vous avec vous, ce sera demain, Inch'Allah. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous également, coach Tandaha, El Hadji coach Tandaha. À chaque fois, je me trompe en disant coach Tandaha, alors que maintenant, c'est devenu El Hadji coach Tandaha. Non, bonjour, Sarah. Bonjour, Anta. Tu te trompes pas. Bon, on peut rajouter le El Hadji ou pas, mais bon, c'est un plus dans tous les cas. On sait tous que le coach a été cette année à la Mecque, bien évidemment. Il devient El Hadji. Je crois que le plus important, c'est surtout de garder le coach, que tout le monde sache que. Moi, j'allais éliminer ça. Tu allais éliminer le coach et dire El Hadji Tandaha, tout simplement. Non, mais c'est tellement puissant que oui, quand tu l'as, tu n'as pas besoin d'autre chose. Je suis d'accord, mais là, on est dans un contexte de sport de gym. C'est important qu'on sache que c'est un coach et que ses conseils sont essentiels, non? C'est vrai. Et à prendre je suis en d'accord. compte. Alors, bonjour Hassan, comment vas-tu? Bonjour Anta, je vais très bien et toi? Le menu de ta chronique de ce matin. Aujourd'hui, on va encore parler des Journées nationales de la géomatique. Ça y est, c'est fini. Et c'était un moment vraiment très important pour tous les acteurs du secteur. On va y revenir. Tu reviens sur le compte rendu? Oui, un compte rendu de la RTS. Très bien. D'accord, tu n'as pas tourné cette semaine, c'est ça? Il a une équipe, donc pourquoi un compte rendu? Si, il y a un deuxième élément qui va revenir un peu sur tout ce qui a tourné autour des Journées nationales de la géomatique avec le coordonnateur du GICC, M. Abdallah Diallo. Sois pas impatiente, tu vas voir. Je sais que tu n'es pas l'ami d'Aline Badarakan pour rien. Ta réponse à tout, à Samsine. Alors, Sarah, qui sont nos invités du jour de ce matin? Eh bien, on aura deux invités pour ce deuxième numéro de la semaine. Ils sont tous les deux déjà sur le plateau. Wagui Faye, responsable communication et marketing. Wagui Gay, autant pour moi. Voilà, responsable communication et marketing de la foire départementale de Dakar, bien sûr. La foire a démarré le 25 novembre déjà et se poursuit jusqu'au 3 décembre. C'est une foire dédiée aux animaux et notamment à une race de moutons bien spécifique qu'on aime ici. On en reparle dans un petit moment. C'est un rendez-vous des champions tout simplement, une première à Dakar qui se déroule particulièrement aux HLM, c'est bien ça, au terrain Momserero. On en reparle en détail avec lui. Et puis à ses côtés, il y a un invité, croyez-le, c'est la première fois en 2 ans qu'Hassan Sine, en voyant le conducteur, me dit:
C'est parfait, parce que ce matin, on va parler tout simplement de cybersécurité. Clément Domingo, ou Sax, connu évidemment sur les réseaux sociaux, il est hacker éthique, expert senior en cybersécurité, spécialiste des ransomware. Il est également l'un des créateurs de la première compétition de cybersécurité en France. Il a remporté de nombreuses compétitions en hacking. Il est dans le top 50 des personnes qui font le numérique en Afrique, le top 20 dans le monde tout simplement. Il aide les sociétés à améliorer, en Afrique et en Europe bien sûr, à améliorer leur niveau de cybersécurité. Voilà pour notre deuxième invité également sur ce plateau ce matin. Donc le menu est complet maintenant. Exactement, et deux invités très intéressants ce matin, des jeunes qui sont experts dans leur domaine. Alors Monsieur Gay, comment vont les Ladoum? Ça va bien, bonjour Anta. Vous allez bien? Bonjour Sarah et Monsieur Hassan. Les Ladoum vont bien. Ils vont bien? Vous allez offrir un Ladoum à l'équipe de Kenkeliba qu'on va mettre juste derrière le décor. On va l'élever. Hein? On va le confier à Thiam. Thiam qui fait une belle émission justement sur les animaux. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'il est là sur le plateau ce matin, Waggy Gay. Oui. Thiam, à qui nous souhaitons une excellente journée. Alors, Sax, on dit hacker éthique. C'est quoi finalement un hacker éthique? Parce que quand on pense hacker, on pense automatiquement au côté négatif. Toujours. Du hacking. Déjà, bonjour Anta, Sarah et coach. Même si j'ai retenu qu'il faut maintenant dire El Hadj. Non, lui c'est Hassan. Lui c'est Hassan, le coach. C'était celui qui a fait la capsule. Je suis coach aussi. Hein. Il est pas coach en encore El Hadj, mais numérique, c'est ça? Oui. D'accord. Coach numérique. Et autres. Hein. Hacker éthique, en effet, tu vois, tu le disais, on pense toujours au côté négatif, alors que c'est plutôt là pour aider, pour comprendre et surtout essayer d'améliorer beaucoup mieux notre système d'information, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est hyper connecté, on a tellement de choses en ligne, sur son téléphone, sur son ordinateur, qu'il faut protéger ces données-là. Donc le hacker, c'est la personne qui va venir comprendre ces systèmes-là et tout simplement les sécuriser et essayer tu vois, de donner des petits conseils très, très pratiques. Et j'espère qu'on aura le temps aussi d'en reparler pour mieux venir protéger sa vie. Exactement. Je sais qu'on expose vraiment nos vies et rien n'est oublié sur les différentes plateformes digitales et Internet. Rien à cacher aussi. Tiens, on pourra faire une toute petite expérience qui est assez interactive et on va voir est-ce que vous avez des choses à cacher ou non. D'accord, on va essayer sur le téléphone de Sarah. Non, pas le mien, celui d'Hassan. D'accord. Alors justement, on va continuer avec Hassan, avec tes bouts de feuilles. Voilà, on va continuer avec une actualité, notamment hier, une bonne nouvelle dans le domaine de la santé. Pour la première fois au Sénégal, une transplantation rénale s'est effectuée au niveau de l'hôpital militaire de Ouakam. Je te fais réagir, Sarah. Oui, une excellente nouvelle parce qu'on sait que l'insuffisance rénale, c'est une maladie chronique et dans ses formes les plus graves et les plus compliquées, il faut une transplantation rénale, une opération très coûteuse. Déjà, si on rajoute à cela tous les frais qui tournent autour du voyage pour aller le faire à l'extérieur et Exactement. tout ça. Et donc, c'est encore plus compliqué pour les malades. Une bonne nouvelle pour la santé, comme tu l'as dit, pour les malades également et pour notre système de santé de manière générale. On savait que l'expertise existait déjà ici au Sénégal, la loi également, et maintenant, on a tout le matériel pour le faire. Donc, c'est une excellente chose. On a reçu à plusieurs reprises, justement, le responsable de... j'ai oublié le nom de la structure, mais vraiment, qui se charge de tout ce qui est transplantation, parce qu'il faut aussi encadrer cela. Il ne faut pas que ça devienne tout simplement un commerce, parce qu'on le sait, dans le monde, il y a des gens qui font des commerces d'organes. Donc tout ça est bien encadré. Donc bravo à notre système de santé, autant pour moi. Bravo aux professionnels et bonne nouvelle encore une fois pour tous les malades. Et d'ailleurs, la directrice de l'hôpital d'Ouakam militaire a été l'invitée du 20h. Et Hassan Sine, tout à l'heure, Sarah en parlait. C'est une bonne nouvelle pour justement le système, on va dire, de la santé du Sénégal. Et on sait qu'avec les dialyses qui étaient vraiment coûteuses, on a aujourd'hui une solution, la transplantation, on va dire, rénale. Il faut aussi notifier qu'il faut un donneur vivant, accompagné justement d'un malade qui pourrait éventuellement donner son rein à son malade. Pourquoi pas toi, Aline Badarakan, pourquoi pas donner ton rein à Abé? Je sais que tu es son ami. Non, mais Aline Badara se porte très bien. Hein. Oui, il se porte très bien en passant, effectivement. Avec ses deux reins. Mais on peut vivre avec un seul rein. C'est possible. Un seul rein, c'est ça. Possible. C'est ça Et qu'il faut préciser. Quand on connaît quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale, ou qu'on a côtoyé quelqu'un qui fait des dialyses régulièrement, on sait que ce qui s'est passé là, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment
quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut étendre dans d'autres hôpitaux, peut-être au Sénégal, parce qu'on a tellement de personnes dialysées au Sénégal et qui souffrent vraiment le martyre pour avoir une place dans un hôpital, c'est très, très compliqué. C'est pas évident. Et donc, je pense que cette transplantation, si on arrive à pouvoir faire ça, en tout cas régulièrement, avec des patients et dans d'autres structures hospitalières, je pense que ce sera vraiment une très, très bonne nouvelle. C'est déjà une très bonne nouvelle, mais il faut les encourager pour qu'on en ait davantage. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que Hassan parlait tout à l'heure de la difficulté que les malades rencontrent quand il faut faire des dialyses. Il faut savoir aussi que c'est un lit par malade, en fait. C'est-à-dire qu'Anta ne peut pas, ou bon, je donne un autre exemple, un malade ne peut pas se faire dialyser sur ce lit aujourd'hui et demain, on met quelqu'un d'autre à sa place. Non, c'est pour cette personne-là. C'est-à-dire on ne peut pas mélanger. Donc ça rend encore plus complexe la situation pour ces malades-là. Trouver une place pour se faire dialyser. Quand tu as une place, c'est pour toujours. Donc vous imaginez, le nombre de places est forcément limité. Ce n'est pas tous les malades qui peuvent être bien pris en charge. Effectivement, Sarah. Saxe, réaction? Je vous vois depuis tout à l'heure, oui, on va dire valider. En fait, elle disait si bien, c'est vraiment, je pense, un peu une structure médicalisée, donc c'est assez lourd. Et donc, ouais, d'avoir ça, c'est assez énorme. Et il faudrait qu'en effet en avoir un peu plus pour pouvoir permettre à un peu plus de personnes d'en bénéficier. Exactement. Et tout à l'heure, hier soir, lors justement du JT de 20h, on a pu voir avec la directrice que c'est vraiment une technologie qui a été accompagnée justement de médecins turcs qui les ont accompagnés durant ces 3, on va dire, opérations. Et aujourd'hui, ils ont vraiment tout le savoir-faire pour pouvoir continuer dans ce sens-là et surtout la technologie pour la compatibilité. Parce qu'avant l'opération, il faut une certaine compatibilité pour pouvoir donner un rein ou pas. Alors, je vous laisse réagir, M. Gay. Bon, je veux rejoindre Hassan par rapport à son allocution. C'est une très bonne chose parce que j'ai eu un proche qui faisait de la dialyse et elle a dû être évacuée en France pour se faire opérer et subir une transplantation en Europe. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tous les patients qui souffrent d'une insuffisance rénale, savoir qu'avec leurs proches, des gens qui sont vraiment aptes à pouvoir faire don de leur rein, ils peuvent rester ici au Sénégal, se faire transplanter et redevenir à une meilleure santé. Merci beaucoup. Et on va peut-être conserver... Oui. Non, j'ai juste retrouvé le nom du centre qui gère un tout petit peu tout ça. C'est le Centre national de dons et de transplantation du Sénégal. Très bien, très bien. Et juste pour notifier, il y a eu 3 transplantations rénales, 2 qui se sont déroulées le dimanche, 1 qui s'est déroulée hier, lundi, qui ont été réussies avec succès. Alors, 3 transplantations, donc 6 patients, parce qu'il y a forcément un donneur et un receveur. On va fermer cette parenthèse pour continuer un peu, évoluer sur le conducteur, avec la chronique de Hassan Sine, juste après le jingle. Alors, Hassan Sine. C'est pas fait exprès. Hassan Sine, tu reviens sur les journées nationales de la géomatique. Oui, c'était donc les 21 et 22 novembre dernier. Et ça a réuni vraiment tout l'écosystème de la géomatique au Sénégal. Et il y avait 3 projets très importants qui étaient au menu de ces rencontres. Il s'agit du lancement du projet Scène spatiale pour l'usage des données satellitaires. Il s'agit également de la modernisation de l'infrastructure de données géospatiales, le lancement d'un master sur la géomatique également. Et donc, durant ces rencontres, où on a vu vraiment toutes les structures qui interviennent dans ce domaine participer avec des présentations sur la collecte de données, l'usage des données spatiales. Donc, on a également vu une participation massive des gens, ce qui montre un peu que la géomatique, c'est un secteur dont on ne parle pas très souvent, mais qui intéresse énormément de gens. Je vous propose de suivre l'élément de Ousmane Doye. La géomatique de tout temps et en plusieurs endroits du globe doit faire l'objet de mises à jour, en style à la faveur des territoires. Le Sénégal, par le groupe interinstitutionnel en géomatique, se met à l'évaluation de son plan national. Le temps est à la révision des contours et autres aspects de ce plan hautement stratégique pour le développement des territoires. À l'instant, on est à plus de 3 milliards de francs CFA en termes d'investissement
sur les images aériennes et satellitaires en termes d'acquisition, mais également sur la modernisation du réseau géologique national et sur le système d'information foncière que l'on va mettre en place. C'est l'occasion pour les startups d'avoir une visibilité et de voir les opportunités qu'offrent ces journées-là pour encore se redéployer et avoir de bonnes initiatives pour des projets personnels. De ces journées nationales bien coordonnées et bien articulées, il est attendu une synergie des énergies à mettre à profit des pouvoirs publics. La géomatique, un atout de taille pour faire avancer les choses. Avec les projets que nous finançons, notamment le projet Scène Spatiale, nous essayons de contribuer à la constitution au Sénégal d'un hub d'innovation. Et nous souhaitons en fait, avec nos partenaires sénégalais, que le Sénégal soit le hub d'innovation en Afrique de l'Ouest. Maintenant, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu une vision qui permet aujourd'hui d'aller de l'avant, vers le progrès, comme il a l'habitude de le dire, de moderniser les systèmes productifs, de faire de telle sorte que ce que nous faisions au moment de nos indépendances, que l'on fasse en fait un peu plus par rapport à notre façon de faire de l'économie, à notre façon d'organiser, de construire nos infrastructures et équipements. Et tout cela est regroupé aujourd'hui au cœur, je dirais, de la géomatique qui permet de recueillir des données spatiales, de les traiter, de pouvoir même faire des requêtes pour pouvoir prendre en fait les bonnes décisions. Ces journées nationales de la géomatique, initiées par la société Sénégal numérique, sont certes un tremplin vers des territoires, encore à la pointe du progrès. Mais ces journées devraient aussi conduire les territoires à plus maîtriser leur espace, à mieux outiller tout un citoyen aux dernières tendances technologiques, mais aussi aux innovations de tout genre. Alors, innovation de tout genre. Alors, Sénégal numérique est forcément impliqué, mais dans quelle mesure Sénégal numérique a été impliqué dans justement cet événement? Sénégal numérique, c'est son directeur général qui gère le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation sur la géomatique, c'est-à-dire le groupe qui a organisé toute cette activité-là et qui pilote l'activité de géomatique, le programme national de géomatique au Sénégal. D'ailleurs, le coordonnateur de ce groupe, GICC, va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres et en même temps, puisqu'il est le coordonnateur et l'homme de confiance du président du GICC, le directeur général de Sénégal Numérique SA, il revient également sur l'implication de Sénégal Numérique. Je vous propose d'écouter Mohamed Abdallah Diallo. Le GICC, je pense qu'il est important de le dire que ça a été mis en place par l'État du Sénégal par décret depuis 2009. Alors au sein de ce GICC, toutes les structures de l'administration en font partie. Toutes les structures qui produisent des données géographiques. Et au sein de ce GICC, nous avons un secrétariat exécutif qui est présidé par le directeur général de Sénégal Numérique SA. Alors c'est un long processus qui nous a amené aujourd'hui à cette étape où on parle des journées nationales de géomatique, dont le prétexte principal, c'est la révision du plan national de géomatique. Donc avec l'ensemble des acteurs, nous allons vraiment discuter des vrais enjeux de développement pour articuler le plan national de géomatique par rapport aux politiques publiques. Et nous allons faire le diagnostic naturellement du livrable du plan national de géomatique qui est l'infrastructure de données géospatiales avec l'ensemble des acteurs. Alors la mission aujourd'hui du GICC, c'est de mettre en synergie tous les acteurs qui interviennent sur le territoire pour développer des synergies, pour mettre en synergie tous les acteurs qui travaillent sur le territoire afin de définir des règles d'intervention communes, notamment sur la production, l'acquisition, le traitement et la diffusion de l'information géographique. Les journées d'aujourd'hui sont une occasion, aujourd'hui avec ces acteurs, de valider, n'est-ce pas, la révision de ce plan national de géomatique qui va permettre de doter à l'État une feuille de route pour les 5 prochaines années dans le cadre du renforcement de l'infrastructure de données géospatiales. Alors, nous allons aussi, par rapport à ces journées, lancer le projet Scène Spatiale qui intervient sur toute la chaîne de valeur par rapport à une économie spatiale qu'on souhaite mettre en place au Sénégal. Ce projet Scène Spatiale est soutenu par l'ambassade de France et nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des acteurs sur des composantes comme le renforcement du capital humain, le développement d'un écosystème
entrepreneuriale. Nous avons également une composante qui va permettre aux acteurs d'accéder à une masse critique de données pour développer des services à valeur ajoutée. Mais nous allons également travailler sur la sensibilisation, surtout pour les plus jeunes, afin de les initier sur les sciences et technologies spatiales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question du pourquoi Sénégal numérique préside le GICC, mais naturellement, Sénégal numérique intervient comme acteur principal de l'infrastructure de données géospatiales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'infrastructure technologique qui a été mise en place par Sénégal numérique, notamment les 6000 km de fibre optique, le data center, l'expertise technique en termes de mise en place des systèmes d'information, influence véritablement les solutions qui sont développées par les différents secteurs. Et à titre d'exemple, je mettrai en avant le PROCACEF, qui est un projet extrêmement important. C'est le projet Cadastre et sécurisation foncière, qui a signé un partenariat avec Sénégal Numérique SA pour que l'ensemble des bureaux fonciers qui sont prévus dans le cadre de ce projet puissent être interconnectés via le réseau de l'administration. Et toutes les solutions, les données produites et les applications qui se feront au niveau de ce projet très important seront hébergées dans le data center de Diamniadio. Donc c'est la raison pour laquelle Sénégal Numérique a une place de choix autour du groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination. Alors, ça a été clair, l'implication de Sénégal Numérique, qui a une place de choix finalement, au cœur finalement de cet événement. On a parlé aussi du data center qu'on avait inauguré, je pense qu'il y avait 3 ans de cela ou 4 ans. 2 ans. 2 ans, c'est ça? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, qui aujourd'hui permet de stocker aujourd'hui toutes nos données, notamment avec la géomatique aujourd'hui qui commence à plus en plus se faire connaître ici au Sénégal. Voilà, en plus de l'aspect hébergement, stockage des données, il y a aussi la mise en place de plateformes, d'applications dédiées donc aux données géospatiales, notamment la plateforme géosénégal.gouv.sn, qui est donc développée et hébergée par Sénégal Numérique SA. Donc c'est une implication vraiment dans un degré très important depuis le début du projet. Mais les autres acteurs aussi jouent un rôle très très important, comme par exemple l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, l'ANAT, qui gère vraiment l'aspect géographique du territoire et du projet en même temps. Et il y a d'autres acteurs, l'ANSD, qui parle de données au Sénégal, parle de l'ANSD. Vous avez aperçu le directeur général, M. Bey. Et donc, vraiment, c'est tous les acteurs. C'est rare de voir un domaine où tous les acteurs acceptent de se réunir pour parler un même langage et de travailler ensemble. Il y a même des associations qui sont dedans, comme l'association que dirigeait avant d'être directeur général de l'ACES, Maram Kairé, ASPA. Il y a aussi l'association ASPG, j'oublie ce que ça signifie, mais en tout cas, le G c'est géomatique. Donc il y a tous ces acteurs-là qui sont autour de ce groupe pour gérer vraiment le plan national géomatique. Et je pense que c'est pour ça qu'on en arrive à ces résultats-là. Très bien. Et quand on parle de géomatique, ça touche vraiment tous les domaines, notamment même le domaine de l'élevage, parce que je sais qu'il y a des LADOM qui sont dotés de GPS pour éviter justement les différents vols ou autres. Tout à fait. Par rapport à certaines bergeries qui se trouvent hors du département de Dakar, il faut vraiment faire intervenir toutes les normes de sécurité par rapport à la localisation des bêtes, par rapport au suivi de la bête, par rapport à sa gestation, par rapport à son alimentation. Et c'est une technologie que certaines bergeries très huppées utilisent, mais qui ne couvre pas tout à fait toutes les bergeries en fait. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de vols de l'ADOM, notamment en période de fête. Oui. La Tabaski. Alors, Sex, je vais vous laisser intervenir sur le sujet de Hassan Sim, qui vous intéresse forcément. Largement. Il y a 2 points principaux. Le premier, d'ailleurs, en fait, outre un peu, on va dire, les données spatiales, il y a vraiment juste le fait de pouvoir collecter de la donnée. Aujourd'hui, collecter de la donnée, c'est assez important, surtout si on peut après aller requêter derrière. Donc, ça veut dire un peu faire des échanges, savoir, par exemple, typiquement, quels sont tous les points d'eau, par exemple, vraiment pour les bêtes, savoir aussi un peu quels sont les différents parkings. Mais il y a aussi un autre point, d'ailleurs, qui n'a pas forcément été mentionné dans le sujet, mais je pense qu'il va arriver. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a Starlink, donc Elon Musk. Vous savez, un peu les fameux satellites au-dessus de nos têtes qui vont un peu venir. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va aussi permettre une autre forme aussi de connectivité. Et donc, au travers aussi de ça, je pense, donc ce qui est assez bien, c'est que là, jusqu'à la fin de la décennie, on va voir tout un tas de choses qui vont arriver. Donc, le fait de pouvoir avoir cette donnée à disposition, que les services de l'État, mais aussi les différentes entreprises, les différentes associations, et surtout, in fine,
les citoyens sénégalais puissent aller avoir cette information-là, ça va être assez capital. Effectivement, et je pense que Mamadou Diane avait parlé justement de ce sujet avec Starlink, qui avait coopté une entreprise sénégalaise de vente qui a un peu démarché les Sénégalais. Je pense qu'il y a eu des procédures judiciaires qui ont été entamées. Alors, on va peut-être finir avec toi, Hassan Tine, peut-être le mot pour la fin. Alors, c'est juste pour dire à Saxe, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est Monsieur Saxe. Je peux dire Monsieur Saxe. Mais c'est Clément Domingo, mais c'est Saxe sur les réseaux sociaux. Okay. Quand tu dis Saxe, tout le monde effectivement, sait. cet aspect est bien pris en compte parce que j'ai parlé rapidement du lancement du projet Scène Spatiale. C'est un projet, mais c'est un projet autour de l'usage des données satellitaires. Donc, j'en avais déjà parlé, c'est pour ça que je n'ai pas développé là-dessus. Mais effectivement, l'usage des données satellitaires est un point très important dans ce projet, dans ce plan national géomatique. Merci beaucoup, Hassan Tine, pour ta belle chronique de ce matin. Encore, merci. En off, tu me dis, est-ce que finalement j'ai eu une belle chronique? Chaque mardi, tu me dis... Il te pose la question? Chaque jour après l'émission, il me pose cette question. Ça, on évolue avec la rubrique. Tu as besoin d'être validé, c'est ça? Non, parce que je le dis tous les jours. Pour savoir si c'était sincère ou pas. C'est moyen aujourd'hui. Non, c'est sincère, parce que bon, t'es l'ami Non, bon, là c'est bon aujourd'hui, parce que c'est un bon sujet, on a parlé de géomatique, merci donc beaucoup. Collecte, traitement d'informations géographiques, tout ça. Ça concerne tout le monde, hein. Donc ça concerne tout le monde, oui, absolument. C'est un bon sujet ce matin, donc 7 sur 10 alors finalement. Merci pour ta belle chronique de ce matin. Si on va passer tout de suite à la rubrique invité juste après le jingle. Et ce matin, oui, Sarah. Non, 7 c'est une bonne note, non? Oui, c'est moyen. C'est à bien. C'est à bien, c'est à bien. Non, c'est pas ça. Je t'ai enlevé 3 points, tu sais pourquoi? Au moins 8. Ce matin, nous recevons en plateau Saxe, qui s'appelle Domingo. C'est ça, Clément Domingo. Clément Domingo, et qui justement nous parle de sécurité, notamment sur les différentes plateformes digitales et sur Internet. Sarah, je te laisse dérouler. Oui, au-delà, parce qu'on parle de cybercriminalité, cybersécurité, ça englobe beaucoup de domaines et ça nous concerne tous, surtout aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, bien sûr. On peut se dire, comme on le disait tout à l'heure en plateau, moi je n'ai rien à cacher, donc je ne suis pas forcément la cible de ces hackers, de ces cybercriminels. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher chez moi? Eh bien non, Saxe nous explique tout ce matin en nous disant que chacun peut intéresser évidemment toutes ces personnes-là et notamment les sociétés en Afrique. Et pourquoi? On revient en détail sur tout ça avec lui. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, l'avènement de l'intelligence artificielle a engendré beaucoup de risques pour la cybersécurité. Lesquels notamment? Excellent. Aujourd'hui, je pense que c'est même totalement fou de ne pas parler d'intelligence artificielle parce que ça va vraiment venir révolutionner énormément de domaines. Et entre autres, aujourd'hui, on commence à voir ce qu'on appelle, hélas, ces risques-là. Il y a 2 ce matin que je voulais un tout petit peu évoquer. Le premier, c'est le vishing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, le vishing, avec un V-I... Non. Moi, je sais un peu ce que c'est. Oui, non, le vishing. Hassan, coach? Non, pas du tout. Il est coach. C'est le fait de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit en réalité. C'est exactement ça et c'est terrible. Aujourd'hui, je peux prendre, si j'ai juste, en plus tu passes sur les réseaux, je peux prendre l'équivalent de 1 heure, et encore 1 heure c'est vraiment beaucoup, d'enregistrement de toi, de les mettre dans différents logiciels assez spécifiques. Et demain, je te fais dire ce que tu veux alors que tu n'as jamais dit ça. Et là où ça commence à être très compliqué, voire même dangereux, c'est que si on sait qu'on a nos proches, si on sait qu'on a aussi un peu des entreprises, ça va être assez facile, tu vois, d'envoyer un message audio parce qu'aujourd'hui, les gens, surtout au Sénégal, envoient beaucoup de messages vocaux. Envoyer le message vocaux, et ça va être très compliqué de savoir est-ce que c'est réellement toi qui l'as dit ou c'est pas toi. Donc là, aujourd'hui, on commence un peu à voir ce risque-là autour un peu du phishing, vraiment une nouvelle tendance autour de l'intelligence artificielle, mais qui est utilisée à mauvais escient. Pour le coup. Il y a aussi après un second risque pour passer sur l'autre, c'est vraiment le deepfake, mais le deepfake de manière très avancée. Pareil aussi, aujourd'hui, on peut venir totalement recréer une vidéo d'une personne qui va parler. Et d'ailleurs, là où ça commence aussi à être une fois de plus dangereux, toujours dans le contexte aussi bien politique, mais aussi des entreprises, mais aussi des citoyens, on sait que dans quelques mois, il va y avoir les élections présidentielles. Et là, on va peut-être voir apparaître ce qu'on appelle des campagnes de désinformation autour un peu de la lutte informatique d'influence. Et donc voilà, avoir un peu la vidéo soit du président, je sais pas, d'un candidat qui dit moi j'ai ça ou ça au niveau de mon programme alors qu'il a absolument pas dit. L'intelligence artificielle c'est bien, mais il y a aussi un peu ces risques-là. Donc le fait de parler de ça permet de
mieux prendre, de mieux en prendre conscience. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on pourrait faire dire à un candidat ce qu'il n'a pas à dire. Exactement, ouais. On pourrait mettre un visage de quelqu'un sur une vidéo où il n'est jamais apparu. Aujourd'hui, comment on fait pour vérifier tout ça et être sûr qu'on est avec les bons éléments ou pas? Là, tu poses vraiment la question qui est assez centrale, d'ailleurs, dont il y a vraiment aujourd'hui de plus en plus d'États, de plus en plus de gouvernements, mais aussi de sociétés qui se disent comment on va faire pour, lorsqu'une vidéo est publiée, vraiment bel et bien attester, certifier que ça a été la personne qui a été le fait. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un peu un nouveau... une nouvelle tendance qui émerge, c'est un peu le fact-checking. J'imagine que vous aussi, journalistes, parfois vous êtes un peu venus le faire un peu, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Et même certains journalistes se font prendre. J'ai en tête quelques exemples assez parlants, aussi bien sur l'Afrique, mais aussi sur l'Europe, où à la fois vraiment l'information a été virale, alors que cette information-là, elle n'était pas du tout vraie. C'était une fake news. Totalement fake news. Et encore pire, surtout quand il y a aussi des tensions soit politiques ou géopolitiques. D'ailleurs, on le voit hélas là entre le conflit entre Israël et la Palestine. On voit passer énormément de vidéos, surtout sur TikTok. Et d'ailleurs aussi TikTok, je vais en profiter que vous m'invitez pour faire une petite parenthèse. Il faut savoir que TikTok a une viralité aujourd'hui qui est totalement différente de Twitter. Sur TikTok, c'est encore beaucoup plus compliqué de savoir parce que tu peux prendre une vidéo, typiquement en fait là un extrait qu'on va le prendre, et sur cet extrait-là, tu peux rajouter beaucoup plus de choses, et ça va être très compliqué parfois de remonter à la source. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc aujourd'hui, il y a un peu au niveau un peu du fact-checking, mais après il y a aussi certains techniques, heureusement, parce que l'intelligence artificielle, certes c'est une intelligence artificielle, mais elle n'est pas parfaite. Donc d'où encore notre intérêt, nous, en tant qu'humains. D'ailleurs aussi, je milite pour ça en disant que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il ne faut pas aussi en avoir peur, parce que tant que l'humain sera là, l'intelligence artificielle ne prendra jamais ta place. Ne prendra, en tout cas, je pense, jamais ma place aussi. À 100%. Non, 100%, mais dans plusieurs domaines, l'intelligence artificielle est déjà en train de prendre, autant pour moi, la place de l'humain. Tu le vois comme ça, en fait, alors que moi, tu vois, je le vois pas comme ça. Voilà, tu vois, moi, je le vois beaucoup plus, tu vois, comme une aide. Rien ne prendra la place de l'humain. C'est impossible. Ça reste une machine, ça réfléchit pas, il n'y a pas d'émotion. Non, en fait, c'est exactement ça. Tu vois, je vais vous prendre un autre exemple. Il n'y a pas d'émotion, mais on transmet quand même des émotions à ce qu'on programme, non? Pas des émotions, mais on va dire peut-être en fait tes biais, ta manière de penser, ta manière d'agir. Je vais prendre un exemple peut-être que tout le monde auquel va s'identifier. Il y a vraiment quelques années de ça, quand Microsoft a sorti la fameuse suite Office et entre autres Word. Je me souviens qu'à l'époque tout le monde disait non, mais ça va remplacer, tu sais, la secrétaire, l'assistante et autres. Est-ce que c'est le cas? Bien au contraire, ça a vraiment été là pour aider. Accompagner, aider. Et moi, l'intelligence artificielle, vraiment, je le vois un peu comme comme une chance, comme quelque chose qui va venir encore mieux aider, tu vois, dans nos quotidiens par rapport, tout à l'heure on pourra parler aussi un peu très rapidement de finalement ce qu'est une intelligence artificielle. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un point qui est très important mais que beaucoup encore n'ont pas compris, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Pour l'expliquer de manière très simple, ça veut dire que toi demain tu vas pouvoir avoir ton propre personnel, ton propre assistant personnel. Donc on imagine un peu dans ce que tu fais, pareil ici dans Waggy, pareil ici dans Hassan. Tu prends ça, tu vas venir entraîner cette intelligence. Donc voilà, il y a différents termes, mais on va juste venir entraîner. Une fois que tu vas venir l'entraîner, imagine que demain, je sais pas, tu as un stagiaire, demain tu as une personne, demain aussi tu as aussi un peu, on va dire, des clients, des prospects. Ils vont pouvoir interagir comme s'ils interagissaient avec une personne. Et ça, c'est génial vraiment au niveau des intelligences artificielles génératives. Donc il faut vraiment prendre, je pense, moi, le côté positif des choses et surtout te dire que ça va être là surtout pour venir améliorer ta productivité, améliorer ce que tu fais un peu au quotidien et pas du tout venir remplacer comme on peut parfois un peu l'entendre. Je voudrais qu'on reparle un tout petit peu de ces fake news et de justement toutes ces nouvelles menaces, phishing, deepfake. J'y arrive également. C'est qu'aujourd'hui, il y a de grandes sociétés qui font dans ça. C'est devenu un business pour certaines sociétés. Le fake news, ça paye. Les fake news, ça paye. J'ai un exemple pour te donner là-dessus, juste pour montrer en fait à quel point aujourd'hui c'est devenu un vrai business. Et même il y a dernièrement une grosse affaire qui s'appelle Forbidden Stories, qui est vraiment un consortium de beaucoup de journalistes dans le monde qui sont un peu regroupés. Et au final, ils se rendent compte quand même qu'aujourd'hui il y a une société qui était basée historiquement en Israël qui s'appelle Tim Horche, et eux ils ont des milliers de bots dans la nature, mais en fait des bots qui sont limite un peu des Sarah, Hassan, Waggy, Sax, Fanta, qui vont tweeter, qui vont poster des messages sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, plus vrai que nature. Et là où c'est totalement insidieux, c'est que c'était vraiment très très compliqué vraiment de se rendre compte est-ce que c'est vrai ou pas. Et là où c'est fou, ce qu'on apprend aussi un peu vraiment dans cette
usine-là un peu de la désinformation, parce qu'il faut aussi un peu appeler ça de la désinformation, c'est qu'il y a des campagnes ici même en Afrique qui sont passées, surtout sur des campagnes présidentielles, où tu as une grande majeure partie de la population qui ont été manipulées sans réellement s'en rendre compte. Tu sais, quand parfois tu es un peu sur ton compte Facebook, que tu vois que des types d'informations, il faut te dire que tu es un tout petit peu conditionné, que tu ne vois qu'une partie de l'information et pas tout. Et donc aujourd'hui, c'est en effet un vrai business. Mais c'est déjà le cas sur Facebook au quotidien. Dès que tu commences à faire une recherche sur un sujet particulier, ta page Facebook t'inonde d'annonces justement en rapport avec cela. C'est-à-dire, vous voulez acheter une voiture, vous envoyez un message à un ami ou à un vendeur en disant « j'ai besoin d'une voiture ». Vous vous rendez compte que juste après, sur Facebook, en tout cas sur les différents réseaux sociaux, on vous envoie des messages. C'est parce que vous êtes traqué. Mais heureusement, on peut quand même être sur Facebook sans être traqué. Heureusement. Et comment? Quels sont les tips pour éviter justement déjà, moi ce que je conseille, c'est un peu on va dire un tout petit peu de dissocier sa vie privée de sa vie personnelle, parce que la plupart du temps, professionnelle, parce que la plupart du temps, les gens imbriquent beaucoup tout cela, et en effet, quand tu commences à avoir un peu accepter les cookies, toujours être de manière un peu classique, derrière, tu as vraiment ce qu'on appelle, il y a différentes manières un peu de traquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut venir un peu s'extraire un tout petit peu de tout cela. Il y a aussi un peu l'utilisation des VPN. Je sais qu'à un moment donné, ici, au Sénégal, tout le monde voulait un peu utiliser un VPN, parce que aussi ça permet parfois de ne pas être catégorisé, de ne pas être ciblé, par exemple de savoir que tu es typiquement, je sais pas, à Dakar, que tu es par exemple, je sais pas, à Yumble, aux Almadies, et donc de t'envoyer des choses qui sont spécifiques par rapport à certaines choses que tu vas rechercher. Est-ce qu'il est vrai finalement que dès qu'on accepte des cookies, on est ouvert, c'est-à-dire on offre finalement à on va dire, l'Internet ou à ces personnes justement nos données personnelles? Et là, ça c'est vraiment terrible. Aujourd'hui, quand tu acceptes ce genre de choses-là, il faut vraiment le voir comme un tout petit fichier, un tout petit logiciel. Voilà, logiciel, je pense que ça va parler à tout le monde, une application, comme une application que tu pourrais installer un peu sur le téléphone. C'est comme si tu avais cette application-là dans ton téléphone, et donc il savait absolument ce que tu faisais. Tout à l'heure, tu me posais un peu, tu commençais un peu par la fameuse question du « je n'ai rien à cacher ». Je vous propose une petite expérience immersive, si vous voulez. Sarah, vas-y. Non, tout le monde. Il est plus proche de vous, Wagui. Non, c'est pas grave, rien à cacher. Dites-moi tout. Non, mais en fait, tout le monde. Mais en fait, non, mais je juge que cette expérience-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet un peu aux gens, tu vois, de mieux comprendre en disant, tu sais quoi, moi, tu sais. Je suis pas la cible en effet de pirates, de hackers, je n'ai rien à cacher. J'aime bien faire cette expérience. Déjà, est-ce que vous êtes prêt à déverrouiller votre téléphone? Ok. Oui. Est-ce que tu es prêt à me montrer les 5 ou 10 dernières SMS que tu as envoyées ou reçues? Oui. Ok, très bien, on va continuer. Est-ce que tu es prêt maintenant à me montrer les 10 dernières photos, vidéos que tu as prises sur ton téléphone quand tu as envoyé d'amis? Ah. Oui. Et là, tu vois, tu es en train de regarder là-dessus. Est-ce que tu es prêt à me montrer, pour le coup, un peu sur les DM? Donc, tu sais, un peu fameusement sur Instagram, TikTok, tu vois, les comptes que tu as reçus ou un peu les messages que tu reçois. Et là, maintenant, ça va être délicat. Ça commence à devenir délicat. Exactement. Et là, en fait, on va continuer à monter petit à petit. Est-ce que tu es prêt un peu à me montrer ton répertoire? Oui. Ah bah là, le répertoire, moi, il va beaucoup m'intéresser. Mais moi, ce qui va encore plus m'intéresser, et je vais m'arrêter là pour un peu passer à d'autres sujets, est-ce que tu es prête à me montrer ton historique de ces 10 derniers jours? Je crois bien, oui. Là, tu commences à réfléchir, en fait. Tu te dis, bon, qui m'a appelé, qui est-ce que j'ai appelé? Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est vraiment cette expérience-là. D'ailleurs, je vous invite vraiment à la faire entre amis, voilà, de voir est-ce que, si tout le monde ici en recevait le SMS, on pourrait chacun le lire à haute voix. Et ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'on se rend compte que même si on n'a rien à cacher, ça reste quand même un peu notre vie privée numérique. Et donc forcément, tu vois... On n'a pas envie de dévoiler ça. On n'a pas envie de savoir un peu quelles sont un peu nos opinions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on achète et autres, parce que ça en dit beaucoup. Et tu vois, je te posais un peu la dernière question, est-ce que tu es prêt à me montrer ton historique? Et ça, non, en fait, tu n'es pas prêt à me le montrer, parce que si je commence un peu à rentrer, je pourrais savoir, même si on ne se connaît pas totalement, ce que tu es réellement, ce que tu caches éventuellement un peu aux autres. Et ça, c'est monstrueux, surtout quand je vais commencer une fois de plus à le recoller à des algorithmes autour du machine learning, de l'intelligence artificielle. Je vais te connaître en fait à 100% beaucoup mieux que toi, et beaucoup mieux même que tes parents ne te connaissent, tu sais. Quel est aujourd'hui le profil de ces cybercriminels qui gagnent des millions, justement? Deux profils. La plupart du temps, on a toujours tendance à penser que c'est vraiment des gros groupes qui sont très organisés. C'est le cas, mais aujourd'hui, moi, je vois énormément apparaître ce qu'on appelle des petits groupes, vraiment des petits cybercriminels, qui ont compris que quand je vais commencer à te pirater, et puis derrière prendre en otage numérique toutes tes photos, toutes tes données, que tu n'as plus du tout accès à ton ordinateur, et que je te demande juste 100 000 francs CFA, est-ce que tu vas être prêt à les payer? Alors que tu sais que c'est vraiment le travail de ces 6 derniers mois, de ces 4, 5, 6 dernières années. Est-ce que tu vas payer ou pas si je te demande juste 100 000 francs?
Il y a des cas encore plus délicats où c'est des photos très... tu viens exactement de le dire. Des vidéos assez complexes. C'est exactement ça. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, tu vois aussi donc vraiment de la petite cybercriminalité, donc voilà, où ces groupes-là qui sont assez organisés, mais qui vont se dire, bah moi, je vais pas aller attaquer une agence étatique ou un gouvernement ou un ministère ou une grosse entreprise, par exemple, lui demander, je sais pas, un peu 6, 7, 8, 10 millions de francs CFA. D'ailleurs, on a eu un peu ici même au Sénégal du coup certaines cyberattaques dont j'ai parlé. Là aussi, tout dernièrement. Et là, il y a aussi, je ne sais pas si vous le savez, une entreprise qui s'appelle Ageroute. Effectivement. Qui s'est aussi fait compromettre, sauf que là, le système a été compromis. Donc, il y a eu un rançon logiciel. Pourquoi ils s'intéressent de plus en plus aux entreprises africaines? Avant, c'était pas vraiment le cas. Maintenant, la RTP qui a été piratée. D'ailleurs, vous étiez intervenu là-dessus via Zoom. Cette fois-ci, c'est avec l'Ageroute, avec plus de dizaines de gigas qui ont été mis, on va dire, sur la place publique. Alors, finalement, comment est-ce qu'on peut prévenir toutes ces attaques où c'est quasiment impossible? Non, c'est possible déjà en faisant de la prévention. Je pense que là, c'est vraiment une excellente tribune, à une heure de grande écoute, où l'émission réveille les Sénégalais de se dire, ok, ça existe finalement, tu vois, je suis pas seul et non, ça peut. C'est pas parce que moi je suis en Afrique, comme tu le disais, que ça ne va pas du tout m'arriver. Bien au contraire. Après, je pense que je peux donner 2 conseils très simples. Le premier, mais ça c'est vraiment le fléau, c'est les mots de passe. Ok, on va faire encore un petit sondage autour de la place. Je suis quasi sûr, et d'ailleurs je parie ce que vous voulez, je suis quasi sûr. Et donc là, je prends bien mes précautions en le disant que vous utilisez presque le même mot de passe sur au moins 10, 15, 20 applications. Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce qu'on oublie, donc c'est plus simple d'avoir le même mot de passe. Des petits détails qui changent, peut-être des points d'exclamation, des petites choses. Nous, on nous l'interdit. Naturellement, on peut pas le faire. Parce qu'on est dans une société numérique et on nous interdit clairement de faire ce genre de choix parce que on connaît les risques. Heureusement, en fait, il faut pas le faire. Mais c'est compliqué parce que tu oublies tout le temps. Tu oublies tout le temps. Non, mais je vais y venir. Donc, tu vois, je vais vraiment essayer de donner aujourd'hui de manière assez concrète, tu vois, quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. Le but, c'est pas d'utiliser le même mot de passe parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que vu que tu as donné ton mot de passe avec ton mail sur au moins, je sais pas, plusieurs applications, il suffit juste que un de ces sites-là, une de ces applications-là se fasse pirater. Donc ton mot de passe va sortir. La prochaine fois, peut-être on aura un espace un peu plus démo, je vais ramener un peu l'ordinateur, je vais vous montrer des choses un peu plus concrètes. Mais une fois qu'on a ton mot de passe, c'est très simple après de deviner quand tu fais un peu des variations. Donc ça, il ne faut pas le faire. Moi, ce que je préconise, c'est un peu d'avoir un mot de passe, un super mot de passe qu'on appelle une passe de phrase. Et ça, pour le faire, peut-être retenir quelque chose. Je sais que y a une chanson, moi, dans mon enfance, que j'aimais bien, donc qui est de Youssou N'Dour. Et donc là, tu peux juste commencer à prendre quelques petits mots de cette chanson. Et donc là, si je le prononce bien en Wolof, c'est Lim Khalebi Didef, Lim Khalebi Djaral. Par exemple, juste ça, sincèrement, ce mot de passe-là, en fait, tu prends, c'est hyper long. Et même avec les mots de passe, les ordinateurs les plus puissants de la planète, jamais tu retrouves un mot de passe comme ça. Est-ce que vous avez un peu compris le concept? Et ça, voilà, c'est beaucoup mieux, tu vois, que le fameux mot de passe qu'on va te demander. Sarah, minuscule. Sarah, arrobase 5. C'est ça, en fait, avec le mot de passe. Je sais pas, minuscule, majuscule, non. Et puis, parce que tu vas toujours retomber un peu dans une forme de routine, de mécanisme. Et alors qu'avec ce truc-là, comme je viens de le dire un peu, c'est un truc qui est hyper lent. Tu prends quelque chose comme ça, mais tu as un superbe mot de passe. Et puis derrière, juste au-dessus de ça, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. C'est un peu comme un coffre-fort numérique. Et pour les grandes entreprises, par exemple, parce que là, c'est à un niveau personnel. Voilà, et donc pour les grandes entreprises, donc elles peuvent utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Voilà, tu sais, c'est un peu comme le coffre-fort, où tu vas avoir une seule clé pour entrer, et donc mettre dedans tous tes secrets, et comme ça, tu es beaucoup plus sécurisé. Et le second et dernier point, qui lui est très, une fois de plus, très concret, c'est toujours par rapport au mail. Les gens vont vraiment mixer, venir un peu faire le pro et le privé, il ne faut pas le faire. Et donc même ça, si tu peux le faire, c'est soit d'avoir 2 adresses mail, mais c'est compliqué. Et donc peut-être au niveau de la même adresse mail, avoir ce qu'on appelle de l'aliasing. Bon, ça va être le seul point un tout petit peu technique, compliqué, mais je vais expliquer. De manière générale, si on prend un peu, par exemple, ton mail, on va dire par exemple anta@gmail.com. Au lieu de donner anta@gmail.com partout, donc demain, par exemple, je ne sais pas, tu vas dans un magasin, on te demande, est-ce que tu veux une carte, tout simplement, un compte de fidélité. Tu vas juste rajouter Anta plus, donc le signe plus, et derrière rajouter, par exemple, si c'était un peu, je ne sais pas, en fait, ici, il y a quoi comme entreprise ou société, carte de fidélité? RTS. Voilà, très bien, RTS. Voilà, tout à l'heure, quand je suis arrivé, on m'a dit, est-ce que tu veux donner ton mail? J'ai laissé, par exemple, sax plus rts@gmail.com. Je sais que demain, si je reçois un mail qui n'est pas de la RTS,
soit la RTS s'est fait pirater, chose que j'espère pas, ou alors la RTS a revendu mes données. Et donc ça, c'est hyper simple à mettre en place. Ça veut dire qu'on peut utiliser, par exemple, le mail normal. Exactement. Avec un petit plus. Et c'est le nom de l'entreprise, de l'entité, @gmail.com. C'est exactement ça. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Et surtout, ça permet, quand ton mail sort, que assez facilement, ça ne revienne pas vers toi. Et surtout, si ça revient vers toi, de savoir que c'est dans la nature. Voilà 2 astuces très, très, très simples. Mot de passe. Limakhalebi-Diarel, Limakhalebi-Didef, et le mail, par exemple, le mail plus l'entreprise, @gmail.com. Après, vous nous direz en off, Limakhalebi-Diarel. Alors, je vous propose un extrait. Vous allez nous dire quelle est la vraie vidéo. Est-ce que c'est de l'IA ou non? Je vous propose de suivre. Bienvenidos a todos CEP 2022, CEP 2023. Hace un año Senegal lanzó el proyecto CADE, Marco de Acompañamiento para la Transmisión del Conocimiento, facilitar a jóvenes y financiamiento moderno para su primer aniversario. Con el apoyo de APIX. Alors, je laisse plutôt les autres là-dessus. Selon vous, c'est de l'IA ou pas? Non, je pense que c'est de l'IA. D'accord. Hassan? L'indice, c'est la langue. J'avoue. Anne-Marie Gomis n'est pas si bilingue que ça. Et en plus, vous n'avez pas d'édition en... C'est portugais ou je pense que c'est en espagnol. C'est en espagnol, c'est cela. C'est un super projet qui permet en effet... C'est très bien fait. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Anne-Marie et qui ne sait pas, on peut facilement penser qu'elle est en train de faire le journal en espagnol. Exactement. Tout à fait. Et en plus, c'est sa voix qui ressort. Moi, j'ai pu duper plein de gens sur les plateformes digitales. Ça a été fait avec sa voix. Avec sa voix. C'est un logiciel, je pense que c'est notre hacker. On a un hacker éthique ici à la RTS. Il s'appelle Azistal. Alors, senegalese contro il cancro. Quindi sappiamo ancora che ogni lunedì incontreremo il nostro allenatore Tandara che ci propone proprio le capsule quotidiane di GQ. E senza dimenticare il bollettino informativo della RTS. Della RTS. Tu ne parles pas si bien italien. Par contre, la voix est là. En fait, ce qui est bien, c'est que vraiment, tu vois, ça vient imiter ta voix, prendre un peu là-dessus. Enfin, quand vous regardez aussi un peu parfois vraiment les lèvres et autres, et en effet, quand tu connais pas, tu pourrais même t'y méprendre. Ouais. Il y a aujourd'hui au Sénégal un centre dédié justement à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a également des associations aussi qui font beaucoup maintenant. C'est-à-dire que les gens ont pris conscience, le sujet intéresse davantage. Même les forces de défense et de sécurité sont dessus. Il y a un centre la CDP qui permet justement de protéger les données personnelles et tout ça. On peut porter plainte. En tout cas, le sujet... Et ben ça, c'est vraiment un point très important. Oui, ça intéresse de plus en plus. Je sais que le temps nous rattrape. Dans la dernière partie, on va parler des nouveaux métiers autour de la cybersécurité et du hacking, bien évidemment, et puis s'intéresser à vous, à votre parcours. Pourquoi vous avez choisi de devenir hacker, et notamment hacker éthique. Gentil, finalement. Un gentil hacker sur ce plateau. Il s'agit de Sex qui nous accompagne ce matin. Alors, ce sera dans la deuxième partie de ce magazine. On va tout de suite souffler un peu en musique. J'offre ce script spécialement à un téléspectateur qui nous suit depuis la Médina. Alors, il s'agit de, je pense, Pape Ablaye Faye. J'ai retrouvé son nom. On va enchaîner avec la deuxième partie de la rubrique invité avec notre deuxième invité. Il s'agit de Monsieur Gay. On va parler d'animaux, notamment cette foire qui est organisée au HLM. Oui, tout à fait. Et les moutons Ladoum sont donc en star des champions. Ça a démarré le 25. Comment ça se passe? Ça va, ça se passe bien. La grande famille des éleveurs de moutons Ladoum ont répondu à notre appel. Les moutons sont rentrés à la foire tard dans la nuit du vendredi, vers 20h. La foire a débuté concrètement le samedi et va se poursuivre jusqu'au 3 décembre. Oui, d'accord. Et donc, justement, beaucoup d'éleveurs participent à cela. C'est une première à Dakar, c'est bien cela. Pourquoi et quels sont les objectifs, justement, de cette foire? L'objectif est simple. Le département de Dakar regorge de grands champions qui ont vraiment pu s'imposer dans le secteur de l'élevage, plus particulièrement de l'élevage des moutons Ladoum, avec des champions en tant qu'éleveurs et des champions en tant que bêtes qui résident à Dakar. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un événement qui va vraiment rassembler la grande famille des éleveurs de Dakar, mais sur toute l'étendue du Sénégal, avec une co-organisation de deux structures, GIE Soukoli Djorgui, dirigée par M. Pape Gueye Medina, que je salue au passage avec toute son équipe, et l'ASF, l'Association des éleveurs sans frontières, dirigée par M. Cheikh Sadibou Sagna,
avec toute son équipe que je salue au passage. Donc, ils se sont retrouvés autour d'une table et dire que chacun devait avoir un événement en parallèle, mais non. On va essayer de faire une cohésion et regrouper vraiment tous les éleveurs de Dakar et inviter l'étendue, tous les éleveurs qui se trouvent aux environnants de Dakar. Est-ce que le choix des HLM a une signification particulière? Pourquoi les HLM pour cette première édition? Bon, les HLM pour cette première édition, Dakar manque vraiment d'espace vraiment qui permet d'accueillir ce genre d'événement. Donc on s'est dit, on va carrément sortir du cadre parce qu'il y a d'autres événements qui s'organisent à Dakar, mais vraiment pour permettre beaucoup plus de visibilité aux gens qui ne connaissent pas réellement c'est quoi la foire des moutons Ladoum et autres. Essayer d'être dans un quartier au cœur de Dakar, permettre aux éleveurs d'avoir l'accessibilité pour venir amener leurs bêtes, pour que vraiment que les bêtes ne soient pas trop fatiguées lors du transport. Permettre aussi aux gens de venir visiter la foire avec une rapidité d'arriver sur les lieux de 5 minutes, 10 minutes, parce que c'est vraiment sur une route très accessible. Oui, c'est ça. Donc c'est pour des questions d'accessibilité, bien évidemment. C'est une compétition également, cette foire. Oui. C'est la foire des champions. C'est la foire des champions. Les champions, ils gagnent quoi, finalement? Bon, les éleveurs des champions, finalement. Ils gagnent beaucoup. On a commencé un concours hier, qui s'est terminé hier. C'est un concours qui permet à la catégorie des mâles comme des femelles d'élire le plus beau et la plus belle. Ils vont venir, ils vont se préparer avec, entre guillemets, des make-up et entre autres, pour les mâles, ils vont se faire un peu de pédicure et tout. Ils vont venir faire un défilé. Carrément. Oui, et il y a un jury très spécialiste par rapport à ça, qui vont essayer de les évaluer avec des critères bien définis qui sont annoncés à l'avance. Et au sortir de cela, il y aura 3 premiers, deuxième et troisième. Le premier prix, c'est combien? Bon, actuellement, les prix, c'est vraiment des prix très alléchants, mais étant donné qu'il y a d'autres concours qui se poursuivent par rapport à la catégorie agnelle, par rapport à d'autres catégories mâle espoir, femelle espoir, donc je pense que d'ici la cérémonie officielle, nous allons vraiment communiquer sur 250, 500 ça peut aller beaucoup plus. Non, beaucoup plus. Les races de Ladoum sont excessivement chères. Les prix peuvent dépasser ça. Alors justement, pourquoi finalement le Ladoum est cher? Aujourd'hui, en période par exemple de fête comme la Tabaski, quand on parle d'un mouton de race Ladoum qui peut coûter de plusieurs millions de francs CFA, pourquoi c'est aussi cher que ça? Parce que c'est une bête d'exception. D'accord. C'est une bête d'exception parce que c'est issu d'un métissage par rapport à des moutons de la race locale et des moutons de la sous-région, avec un travail qui a débuté vers les années 80. Parce que les moutons qu'on avait d'habitude, ce n'est pas des moutons avec des critères bien définis. On ne parlait pas trop du poids par rapport au hauteur au garrot, par rapport à la longueur cervico-sacrale, par rapport à la tour de poitrail. Mais après que les précurseurs ont pu vraiment faire un travail très colossal, nous en sommes arrivés à des records par rapport à tous ces critères que je viens de définir, des records qui constamment doivent être battus, des améliorations en continu et des bêtes beaucoup plus belles, beaucoup plus costauds, beaucoup plus élancées, beaucoup plus longs. Et c'est ce qui fait vraiment la rareté du mouton Ladoum, et d'où la bête d'exception qu'elle est. Et l'alimentation aussi, il joue beaucoup? Oui. D'accord. Et ils ont une alimentation bien spécifique. Parfois, j'ai l'impression que les Ladoum ne sont pas faits pour être consommés. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait au final? Est-ce qu'il y a une dibiterie Ladoum? En fait, c'est une question qui nous revient souvent. Pourquoi vous élevez ces moutons en fait? C'est juste par passion, mais c'est des moutons aussi que nous consommons lors de la fête de Tabaski. Les grands béliers que vous voyez avec un poids de 120, 130 kilos, ce ne peut être que des moutons Ladoum en fait. Donc des fois, il peut arriver qu'une grande bergerie avec 50 femelles, avec une production chaque 5 mois de 10 ou 15 jeunes mâles, vraiment de participer à la consommation ou bien à la fourniture des moutons de Tabaski. Et j'avais une autre question que j'ai oubliée là. T'as oublié la question? Ça va te revenir. Non, mais je veux dire, est-ce que justement, puisqu'on parle d'alimentation, d'espace et tout ça, Dakar, je pose constamment la question, parce qu'on est en zone urbaine. Oui. Est-ce que c'est vraiment un endroit fait pour l'élevage justement de cette race? Bon. Il n'y a pas assez d'espace. L'espace est assez confiné. Oui. On ne peut élever nos bêtes. La majorité des bergeries se trouvent en hauteur.
mais avec des aménagements que vraiment nous faisons par rapport à toute la sécurité qui va avec, l'étanchéité, par rapport à l'aération, par rapport au dispositionnement des box, par rapport à la ventilation à l'intérieur des box. Maintenant, c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir améliorer notre travail et de fournir des bêtes d'exception. Parce que si on sort du cadre urbain, il y a trop d'insécurité. En milieu rural, c'est plus compliqué. Vous êtes exposé à On est très exposé à des vols, à des pertes. Et des fois, les conditions climatiques à l'intérieur du pays est très, très difficile pour nos bêtes vraiment de survivre. Donc, c'est... Vas-y. Non, j'allais dire, donc c'est plus simple peut-être pour vous à Dakar par rapport à cette race de ladoum, c'est ça? Oui, mais bon, il y a des éleveurs qui sont dans les régions et aussi qui, par rapport à leur localité ou bien aux conditions climatiques de leur région, arrivent à s'adapter et permettre aussi à leurs bêtes de pouvoir concourir sur Dakar. Voilà, la question m'est revenue. En fait, c'était par rapport à la filiation, parce que j'entends souvent tel ladoum avec un nom, fils de tel. Comment faites-vous pour retenir ça et comment ça se passe? Ça apparaît improbable aussi. Tout un milieu. Bon, il y a des précurseurs du domaine et qui ont commencé avec des bêtes bien définies, des têtes de lignée, comme on peut dire. Par rapport aux têtes de lignée, je peux citer Algor, je peux citer Boy Serrel, je peux citer Chassilon, je peux citer Biraim. C'est des têtes de lignée et c'est des croisements. Des fois, comme je dis, c'est l'amélioration continue. Des croisements ont été faits, des mâles et des femelles ont été accouplés et tout, par rapport à certains éleveurs, ont été vraiment répertoriés, des fois sur des agendas, des fois par rapport à des photos. Et récemment, avec l'avènement de la technologie, nous avons même des logiciels pour ça. Donc c'est quelque chose de... Ça évolue bien. Et quand vous êtes passionné, vous n'avez pas trop de soucis pour retenir cela, en fait. Mais il y en a des millions. Mais bon, ça va, on y arrive. Et comment une bête, ça vit combien d'années? Bon, si vraiment toutes les conditions d'élevage sont respectées et que ça soit des conditions d'élevage bio, on peut avoir des femelles qui arrivent à avoir des gestations régulières et normales et atteindre 13 ans. D'accord. Récemment, on était chez M. Thiam Khadim, que je salue au passage. Il nous a montré une fille de Boy Serré qui a 13 ans. Très bien. Ouais. Okay. Et une femelle qui faisait des gestations régulières. Une vieille de la vieille, quoi. Oui. 13 ans. C'est la grand-mère de la lignée, c'est ça? Oui. Alors, Sax, je vous laisse réagir. Vous connaissiez un peu la race des ladoum? Juste de nom, mais en tout cas de savoir un peu toutes ces spécificités-là, absolument pas. Et je reste en fait surtout très étonné de savoir que certains, comme vous le disiez un peu en introduction, que certains étaient pucés pour un peu éviter les vols, tellement c'est... Oui. C'est protégé. C'est ça. Protégé. Certaines bergeries sont très en avance et utilisent justement ces méthodes-là pour protéger les bêtes. Et par rapport au croisement, alors, ça va se passer comment? Tu vas aller prendre différentes choses un peu dans la sous-région, voir d'autres trucs pour améliorer encore plus le ladoum? Bon, par rapport à la sous-région, nous sommes très en avance sur les moutons. Nous avons des moutons beaucoup plus en vogue par rapport aux bêtes qu'ils ont. Donc, c'est eux qui viennent se ressourcer à Dakar pour vraiment élever le niveau de leur cheptel. D'accord. Est-ce qu'au-delà de la sous-région, à l'international, vous essayez de croiser d'autres races de moutons, par exemple nos ladoum, pour créer peut-être une nouvelle race qui serait beaucoup plus au top, je ne sais pas, ou beaucoup plus prisée que le ladoum? Des métissages se font, parce que des fois, certains éleveurs partent dans des salons, partent dans les foires à l'international, et des fois, par rapport au partenariat, arrivent à importer des bêtes et les ramener sur Dakar. Des métissages se font, mais ils ne sont pas carrément, au fait, le produit, il est en train d'être travaillé, mais il n'est pas encore fini comme le sont les moutons ladoum. C'est ça, encore en maturité. Et les vétérinaires aussi, je pense que c'est important parce que ces animaux ont besoin d'être contrôlés, surveillés. La santé, elle est importante aussi. Donc j'imagine qu'au niveau de ces associations, vous vous organisez pour cela aussi très rapidement. Tout à fait. En fait, nous avons vraiment besoin des vétérinaires parce qu'il ne s'agit pas d'avoir juste des bêtes, de leur donner à manger, mais des fois, il y a des bêtes qui tombent malades. Il y a des fois des femelles qui ont des soucis par rapport au terme de leur gestation. Donc, nous sommes en étroite collaboration avec les vétérinaires qui sont très disponibles, la majeure partie, et qui viennent intervenir sur les cas. Parce que les soucis de maladies vétérinaires, c'est quelque chose de très scientifique. Et les éleveurs, ils ne veulent pas trop s'avancer sur des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. En tout cas, j'invite tous les téléspectateurs, je pense que c'est ce que vous allez faire aussi, à se déplacer. À se déplacer sur la corniche des HLM pour venir vraiment découvrir ce qu'est l'élevage des moutons ladoum, découvrir le champion, le bœuf actuellement le plus en vogue, Ardo, qui est exposé là-bas, et aussi la basse-cour est aussi exposée.
D'accord, il s'appelle Ardo. Il y a un bœuf qui est vraiment très attractif, qui est là-bas, Ardo. Il s'appelle Ardo et il pèse lourd. Riche? Riche, oui. Le ladoum riche? Oui. Il est pas mal. Tout à fait. Est-ce que s'ils viennent, un peu vraiment au niveau de la foire, là, ils pourront, tu vois, les visiteurs pourront repartir avec un ladoum ou pas? Ah bah il faut débourser. C'est une foire d'exposition. C'est une foire d'exposition. On n'achète pas. Mais si vous arrivez vraiment à voir une bête qui vous passionne, au terme de la foire, vous pouvez aller recontacter l'éleveur. D'accord. Nous avons des cartes de visite et tout pour vraiment essayer de marchander. Et c'est jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au 3 décembre, voilà. Ça peut coûter jusqu'à combien? Quand vous parlez de jeu de ladoum, vous faites allusion à quoi? Mais je veux dire, le meilleur, quoi. On peut aller jusqu'à 5 millions, non? Possible. Bon, on ne peut pas dire que le prix est fixe parce que c'est vraiment des caractéristiques très particulières. Mais bon, aussi le choix de l'éleveur qui veut dire que voilà, je veux telle bête pour l'amélioration par rapport à tel type de travail que je suis en train d'effectuer. Le ladoum le plus cher aussi, 1 million, 2, 3, 4, 5. Le ladoum le plus cher au Sénégal. Il y a à peine 2 jours, nous sommes en train de fêter un mouton qui a été vendu à 40 millions. D'accord. J'étais bien loin du compte. Moi, j'ai dit 5 millions. J'ai cru entendre ça quelque part. C'est pour ça que je lui ai posé la question. D'accord, je sais que vous êtes connaisseur, c'est pourquoi j'ai répondu sincèrement, en fait. Alors, rendez-vous jusqu'au 3 décembre. Alors, jusqu'au 3 décembre, vous pouvez aller visiter justement la foire qui se déroule au niveau des HLM, la corniche des HLM. Et j'en profite pour souhaiter une agréable journée à Abdoul Karim, éleveur et qui expose actuellement au niveau des HLM. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse peut-être faire une invite ou un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Bon, Sarah m'a donné le mot. Nous invitons tous, tous les habitants, tous les gens qui habitent Dakar et qui veulent vraiment savoir qu'est-ce que c'est que l'élevage en tant que tel, parce que les techniques d'élevage des ladoum peuvent s'approprier à tout un chacun. Et des fois, nous avons des soucis par rapport aux moutons de Tabaski. Les pères de famille peinent vraiment à pouvoir subvenir aux charges de fête. Et comment chaque père de famille doit avoir la possibilité de pouvoir élever une bête chez lui, ne serait-ce que pour certaines fêtes ou bien pour pouvoir subvenir à certains besoins. Donc nous invitons tout un chacun à venir visiter. Il y a une très belle exposition, le niveau est très élevé et il y a des concours qui vont se dérouler. Aujourd'hui, nous aurons le concours des mâles et des femelles espoirs qui vont débuter à 18h. Très bien. Très bien. Sarah fera le déplacement sur place à 18h au niveau des HLM. Alors, on va souffler tout de suite un peu en musique durant la direction de la RTS. Hier, j'ai eu un collègue, les anglophones, m'a dit, what happened? It was between you francophone and now, since yesterday we saw what happened in Sierra Leone, now you bring it to the anglophone. Parce qu'il y avait un problème quand même en Afrique francophone. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Il ne faut pas, tous les matins, on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers. Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. Ça ne peut pas continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent.
faut qu'ils trouvent des compromis. Parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles, en particulier et collectives d'une part, et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société. C'est dire que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont, il faut le dénoncer, le populisme qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Tous ces trois-là, il faut les combattre férocement. Populisme, radicalisme et extrémisme. Comme disent les poulards Mbouroufov Kofarim, c'est la même chose. Bonnet blanc et blanc bonnet, pour reprendre l'expression de nos amis français. Alors j'ajoute par ailleurs qu'un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d'expériences à partager que de leçons à donner. Et on le voit tous les jours dans les plus grandes démocraties. On voit aussi la fragilité. Parce que justement, ce populisme, cet extrémisme qui se manifeste n'est pas en adéquation avec le fonctionnement démocratique des États. C'est tous les pays qui sont concernés, pas seulement l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est plus amplifié. Quand un pneu est brûlé en Afrique, c'est un boucle. Dans toutes les chaînes internationales. Alors, quand on brûle plus qu'un pneu ailleurs, bon, c'est une information normale. C'est des bonhommes qui s'excitent un peu, bon, ça s'arrête là. Donc c'est pourquoi en Afrique, nous devons aussi prêter attention à cela. L'insuffisance rénale est en augmentation en Afrique. Elle fait partie de ces affections non transmissibles redoutables. La chronicité s'installe lorsque les reins n'arrivent plus à assurer leur fonction d'épuration du sang. Alors commence le temps de l'hémodialyse à vie jusqu'à ce que celle-ci s'arrête. L'incidence de l'IRC est estimée entre 300 et 500 nouveaux cas par million d'habitants au Sénégal et les facteurs majeurs sont l'hypertension artérielle, le diabète et les infections. Ces chiffres sont probablement sous-évalués en raison des diagnostics et notifications qui se font tardivement. Le Sénégal s'était fixé l'objectif d'arriver à la greffe rénale et dès 2018, le Conseil national du don et de la transplantation a été créé. L'année suivante, ses membres sont nommés et des textes législatifs encadrant le don d'organes ont été votés. Ce 26 novembre 2023 sera marqué d'une pierre blanche car le Sénégal est résolument entré dans l'ère de la transplantation. C'est devenu une réalité et cela redonne un regain d'espoir aux milliers de patients en attente d'une greffe. Désormais, la dialyse n'est plus l'unique recours face à l'IRC en phase terminale. Mais que d'écueils il a fallu vaincre, d'obstacles à franchir, de réticences psychosociales. La prévention et la sensibilisation doivent se poursuivre pour éviter la maladie rénale. De retour en plateau, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Khady nous a rejoint et elle est venue nous proposer son ouvrage de ce matin. Bonjour Khady, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien réveillée? Alors, ce matin, tu nous parles de quel ouvrage? D'un récit qui s'intitule « Ma mère est de Cheikh C2 du docteur Cheikh Tidiane Sow ». Très bien, je vais accueillir Hassan Sine qui va venir nous rejoindre. T'as pas bien joué ton rôle ce matin. Il était en train de demander à... Non, t'as pas bien joué ton rôle. T'as pas servi de quinquilibre ce matin à qui que ce soit. Aline Badara Khan va te tirer les oreilles ce matin. Alors, tu nous parles... Il demandait le prix d'une brochette de ladoum. Il a suivi Ouagaï juste pour lui poser la question. Ah, Hassan Sine, alors finalement, t'as le prix? Non, pas ça. Tu feras le calcul tout à l'heure? J'ai demandé. Très bien. Alors, justement... Il m'a donné des pistes à Mbour. Il y a une dame qui vend là-bas de la Dibi, là. La Dimitri de Ladoum. Ça doit être cher, le kilo, sans doute à 20 000 francs CFA ou plus. Alors, on va continuer avec justement l'auteur de cette œuvre. Alors, le docteur Cheikh Tidiane Sow. Voilà, c'est un ancien du Prytanée militaire Charles Touré
de Saint-Louis. Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques et c'est un ancien cadre chez Renault à Paris et il est directeur technique chez IBM à Johannesburg. Alors, tu nous parles de l'œuvre. Voilà, c'est un récit, comme je le disais tout à l'heure, un récit d'ailleurs émouvant de 116 pages paru aux éditions Artige, dans lequel il retrace des pans de vie de sa mère et de son père, mais pas que. Il raconte son adolescence passée à Cascas, près de son père. Il revient également sur sa vie estudiantine et professionnelle. Alors, je vous propose quand même de regarder le... L'idée que j'avais derrière la tête depuis quelques années, et j'ai beaucoup pensé à elle parce qu'elle a disparu il y a une dizaine d'années. Et donc, à l'anniversaire de son décès, une de mes sœurs m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un livre sur maman de son passage de vie de Cascas à Podor ?» Donc, l'idée a pris un peu naissance à partir de ce moment-là, donc à partir du 6 avril. Et elle ne m'a pas quitté, elle m'a habité, et c'est pourquoi j'ai écrit sur elle. C'est toujours difficile de perdre un être cher, particulièrement une maman, comme j'ai dit. On aurait aimé qu'elle parte avec toutes ses affaires, comme dirait Gabriel Garcia Marquez, parce qu'on reste encore avec un poids de son souvenir. On a le chagrin qui nous habite évidemment, mais c'est passager. Le temps fait vraiment son œuvre. Après, on garde de bonnes images, de bons souvenirs, et c'est ça qui nous aide un peu à vivre à travers les âges, sans elle. Absolument, mais un peu comme nous tous, je suis convaincu que vous-même, vous avez été inspiré par la vie de votre maman, parce que vous savez, la maman, c'est une partie de soi qui n'est pas soi. Et donc, on l'a vu souvent et elle nous accompagne. Il y en a qui prennent le temps peut-être d'y méditer et d'écrire. Il y en a d'autres, c'est juste de la méditation. Mais en tout cas, elle nous habite tout le temps. J'avais cette proximité avec elle qui faisait que j'avais envie de partager tout avec elle. C'est aussi ça. Et donc, ma vie à l'extérieur du Sénégal, j'aurais aimé qu'elle le partage. Évidemment, elle l'a partagé un peu en Afrique du Sud quand j'y étais, comme je le raconte. Mais j'aurais voulu aussi qu'elle voie un peu la ville de Paris parce que je lui en ai beaucoup, beaucoup parlé. Et c'est surtout aussi que j'avais vu des Paris plutôt avec mes yeux d'adolescent ou de jeune adulte, dirais-je. Et peut-être ça m'a beaucoup plus marqué. Et donc, j'aurais aimé qu'elle soit présente aussi à ces moments-là. Alors, ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est qu'après avoir épuisé de parler de sa mère, il a décidé finalement d'écrire sur sa mère. Finalement, quels sont les caractères de sa maman? Alors, il l'a décrit comme une femme soleil, tant elle était rayonnante, elle était généreuse. Justement, elle trouvait offensant qu'on ne mange pas d'ailleurs chez elle. Elle protégeait ses enfants, comme on le sait très bien, le devoir d'une mère est de protéger ses enfants, quel qu'en soit le prix. Et elle lui a légué des valeurs comme le Tedungal, c'est-à-dire un signe de respect et d'attention vis-à-vis de l'autre. Il était meurtri et désemparé lors de l'enterrement de sa mère à Thiès, à côté de son ami intime. Alors, comme l'a si bien dit Guy Maupassant, la plus grande douleur est de perdre sa mère. D'ailleurs, j'adresse mes sincères condoléances à notre collègue Françoise de Sec, qui a perdu sa mère. Alors, je vous propose de regarder le deuxième extrait. Il revient sur les valeurs que lui a léguées sa mère. Regardons. Les caractères, c'est beaucoup de valeurs, malheureusement, qui sont un peu perdues. C'est de la générosité, c'est beaucoup d'amour, c'est énormément d'amour que vous avez dû voir un peu à travers tout l'ouvrage. C'est de la générosité, c'est le vivre ensemble dont on parle souvent. Toutes ces choses-là sont vraiment présentes dans son quotidien, dans sa vie au quotidien. Le message, c'est essentiellement un message d'amour. C'est aussi un témoignage d'une vie dans le nord du Sénégal, qui est un peu perdue, mais que beaucoup de gens vivent. Parce que j'avais un ami à moi qui me disait « Mais comment ça se fait que l'histoire de votre maman dans le Fouta soit à peu près la même que moi j'ai vécu, moi qui suis catholique et qui vivais à Gorée ?» Donc vous voyez, c'est très différent, mais enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Et la simplicité de la vie, comme dirait un peu mon oncle Fadel, c'est la vie est lente et douce là-bas, et on apprend les choses au fur et à mesure que nos yeux s'éveillent à la nature. On apprend des choses au fur et à mesure que l'on voit les mamans se comporter entre elles. Donc c'est des expériences de vie, et c'est des expériences de vie qui sont vraiment vécues. C'est pas seulement dans l'enseignement théorique. Je raconte un peu dans le livre
comment on fait, par exemple, on fait un plat pour un autre qui vient d'arriver, on appelle ça le tedunga lampular. Ça, c'est des choses que l'on voit, que l'on vit et qui permettent derrière, ensuite, quand on grandit. Le docteur Chertidiane Sow parlait. Alors, c'est vrai que c'est une relation entre une mère et un enfant est finalement indescriptible. Je pense qu'on n'a toujours pas les mots et parfois, je sais qu'on ne donne pas autant d'attention, surtout à nos moments qui ont fait tout. C'est seulement un peu après qu'on se rend compte. Mais oui, il n'y a aucun autre mot pour les décrire. Ouais. Effectivement, et généralement, surtout pendant la période, on va dire, estudiantine, la période d'adolescence, on se sent un peu acculé ou encore, on sent un peu un poids du maman et finalement qui est un regard protecteur, qui est un poids pour pouvoir justement orienter son enfant vers d'autres horizons, vers d'autres perspectives à Sansine. Je pense que si d'habitude les livres sont difficiles à comprendre, celui-là ne le sera pas parce que c'est un enfant qui parle de sa mère. Et je pense que c'est partout le même sentiment entre un enfant et une mère. Et donc, on comprend vraiment toute son émotion. Hein. C'est magnifique. Je n'ai pas encore lu le livre. J'espère que Khadi va me l'offrir. Je pense qu'elle va me le passer avant de te l'offrir. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose d'émotif. Il y a une charge émotionnelle très importante dans ce genre de livre. Surtout qu'elle vient de partir sur sa maman. Très bien. Alors d'ailleurs, on en profite pour souhaiter une belle journée au docteur Chertidiane Sow qui nous suit. Sans doute, on continue justement avec le mot que tu nous proposes ce matin. Alors oui, c'est cliffhanger. Cliffhanger? Cliffhanger. Voilà, cliffhanger. Cliffhanger, oui. Voilà. Et c'est en français? Cliffhanger. C'est français, c'est anglais et français. Anglais francisé, quoi. Cliffhanger. On l'utilise en français. Voilà. Alors, c'est un type de fin ouvert lorsqu'on laisse en suspens quelque chose. Une fin, on ne sait pas trop ce que c'est. Une ouverture? Oui, une ouverture. Comme ça donne envie de... Voilà, comme ça, le ça suspense donne est total à la fin. C'est-à-dire à la fin du livre, voilà. Au lieu qu'il y ait une fin en soi, on ouvre encore sur un autre suspense et on a envie de lire les lettres. C'est comme les feuilletons. C'est comme les feuilletons. À la fin de l'épisode. Tu es tellement dedans qu'on te laisse sur ta fin, tu te dis mais non, mais pourquoi il a fait ça? Voilà. Ça, c'est le cliffhanger. Et surtout qu'on laisse place à l'imagination au final. C'est ça, à la fin justement d'un livre. Effectivement. Alors l'autre expression, c'est la poudre d'escampette. Donc, qui s'utilise, c'est-à-dire qui s'utilise quand on dit, par exemple, prendre la poudre d'escampette, ça veut dire fuir, tout simplement. Fuir. C'est une expression à utiliser. Merci beaucoup. Nouvelle parution de ce matin? Nouvelle parution, ça s'intitule Les complaintes et c'est de Jules Doty. Et c'est un roman paru aux éditions Harmattan Sénégal. Et l'autre, c'est un recueil de poèmes qui s'intitule Haïlé. Voilà, et c'est paru aux éditions Aminata Sow Fall. Merci beaucoup, Khadi, pour ta chronique de ce matin. Pour ne pas répéter ma phrase, ta belle chronique de ce matin. Alors, Sarah, je te laisse réinterroger. Elle est belle, la chronique de Khadi de ce matin. C'est un 8, voire un 9 sur 10, parce qu'on parle des mamans, donc forcément, on rend hommage à nos mères. Il y a beaucoup d'émotions. Sois pas jaloux ce matin. Non, il est d'accord. On réinterroge justement Sax à la fin de cette émission. Vous êtes vous-même à cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a emmené à vous tourner vers ça? Simplement, je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de choses, on a tellement de données. On en a parlé avec la géomatique, on en a parlé avec l'élevage, on en a parlé ici même au sein de cette émission. Il y a tellement de données que les gens ne prennent pas assez conscience, tu vois, des risques autour un peu de la cybersécurité, de la sécurité, que je me suis dit, au lieu que peut-être un peu de gagner énormément de millions, donc en étant cybercriminel, que j'allais peut-être me mettre du bon côté de la force, et c'est tout simplement d'aider nos concitoyens et encore plus. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie aussi de revenir en Afrique, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique et encore plus au Sénégal pour parler de ces sujets-là et surtout pour faire rayonner le Sénégal au travers du monde, parce qu'on a, je le sais, et peut-être les gens ne le savent pas, mais énormément de compétences aussi bien sur le territoire, mais aussi au niveau de la diaspora qui ne demandent qu'à être mis en avant. Les nouveaux métiers qu'il y a aujourd'hui dans ce secteur? Beaucoup de métiers, donc énormément qui ont trait un peu à l'intelligence artificielle dont on parlait. Et surtout, lorsqu'on parle un peu de cybersécurité, de hacking, on pense que c'est toujours des métiers techniques. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu des métiers pour comprendre, ne serait-ce, par exemple, un peu les mouvements géopolitiques, parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a des décisions
dans le géopolitique, lorsqu'il y a un peu des décisions que vont dire certains présidents, on peut retrouver des cyberattaques qui vont se faire. D'ailleurs, j'ai 2 exemples en tête. Un au niveau d'un pays de la sous-région que je ne citerai pas, qui s'est fait attaquer. Donc leurs forces armées ont été attaquées et ensuite les données ont été revendues sur le dark web. Et en creusant, j'apprends quand même que ce groupe-là a été donc activé. Donc on dit activé, donc s'ils ont été payés par une partie tierce. Donc je ne sais pas si c'est un gouvernement, je ne sais pas si c'est un ministère, je ne sais pas si c'est une personne, mais aujourd'hui on voit apparaître ce genre de choses-là. Et puis de manière générale aussi, ici même en Afrique et ici même au Sénégal, on a des groupes comme Talisman qui permet un peu de venir offrir le même niveau de cybersécurité que l'on pourrait, retrouver au Canada, que l'on pourrait retrouver un peu en Europe, à Londres, mais vraiment les avoir de manière très locale ici même. En 10 secondes, Khady avait une question. 10 secondes, voilà. Avec le projet Pegasus, je présume que vous le connaissez. Alors, est-ce qu'il est facile quand même de contrecarrer tout cela, vu les problèmes que cela a engendré? En 15 secondes, oui et non. Non, si tu es vraiment ciblé, parce que Pegasus, on est vraiment à un niveau étatique, on est vraiment à un niveau où on va venir infiltrer le portable de certains journalistes, de certains présidents, de certains ministres. Donc c'est vraiment très compliqué de le faire. Mais et oui, parce que heureusement, contre toute arme, on peut aussi trouver des solutions pour venir un peu se protéger au maximum. Très bien, merci beaucoup. Merci Anta. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. J'ai une nouvelle fonction aujourd'hui. On vous avait déjà reçu par visioconférence et aujourd'hui vous êtes sur ce plateau avec nous. Merci à Amadou Koli qui a arrangé tout ça pour nous ce matin. Très intéressant. Oh, merci beaucoup pour la petite... On vous a mis le Youssou Ndour, voilà. Finalement, Joker. Merci pour la petite attention. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Assane, très rapidement, on m'a demandé de te dire, notamment Abdelaziz Ban, pourquoi Assane, vous avez déclaré forfait au tournoi de football numérique Senam. Le niveau était trop faible pour nous. D'accord, tu as avoué. C'est bon, très bien. Le niveau était trop faible. Oui. Et c'est pourquoi vous avez déclaré forfait? Oui. C'est le contraire. Vous seriez fait laminer. C'est ça la réalité. Alors merci beaucoup Sarah. Match justement juste après ce plateau. Exactement, match avec le Desk Sport juste après à 8h30. À demain matin pour un nouveau numéro de Kinkeliba avec Adama Anouchkaba. Man dama la bëgg a wax leen ko ñaari yoon man dama la bëgg nelawatuma looloo ma sonal ni sama liggéey tardé suma gaañi gisatuñ ma jaa. Stand up, get baby to warning, which makes me know where we the line was left.